l'invitation. C'est une chance, une opportunité pour moi d'être ici et de pouvoir voir l'innovation et le dynamisme du secteur. Donc, je vais vous présenter un référentiel qu'on a publié l'année dernière. On a mis à peu près 8 à 9 mois pour le rédiger. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ce document est apparu et l'impact que ça peut avoir pour vous, pour les développeurs, pour les gens qui veulent faire de l'évaluation sur ce secteur de la santé mobile. Pour contextualiser aussi le document, je vais essayer de donner quelques exemples pour illustrer les problématiques qui sont en train d'apparaître devant nous et le fait qu'on n'a pas beaucoup de réponses pour répondre à ces problématiques actuellement. Et je vais cibler ça uniquement sur la partie contenu de santé et pas sur la partie cybersécurité ou données personnelles comme ça a été traité par d'autres tables rondes. Donc on peut imaginer quelqu'un qui veut faire un entraînement cardiaque pour améliorer son cœur ou pour perdre du poids. Et donc il va courir, et il faut courir à 220 moins la fréquence cardiaque, enfin, moins son âge, qui est la fréquence cardiaque maximum. Donc si on a 60 ans, 220 moins l'âge, c'est 160. Et si on veut courir à 70% de sa fréquence cardiaque, donc on va courir dans une fourchette de 110 pulsations. On peut se dire que la montre pourrait être un bon capteur de fréquence cardiaque, mais quand on commence à étalonner ça sur des efforts, on se rend compte que la cardiofréquencemétrie par des bracelets connectés n'est peut-être pas complètement fiable. Donc actuellement, Fitbit a été attaqué aux États-Unis par des personnes qui voyaient 135 affichés sur leur bracelet, alors qu'ils étaient à 170 pulsations cardiaques, donc au-delà de la fréquence cardiaque maximum théorique. Donc il peut y avoir des problèmes de fiabilité dans la mesure et du coup entraîner des risques pour le patient sans qu'il en soit alerté, puisqu'il pense avoir confiance en fait dans son bracelet. Si vous avez des tatouages aussi, quand on mesurait la fréquence cardiaque avec des capteurs colorimétriques, ça pouvait aussi perturber la collecte de données. Donc il y a un problème aussi de fiabilité de la mesure. Vous avez aussi sur les smartphones des fiches médicales d'urgence où vous pouvez indiquer votre groupe sanguin, vos allergies, si vous êtes d'accord pour donner ou pas vos organes. Donc du coup, vous avez sur ce document-là, normalement, un accès qui pourrait être aussi très intéressant en cas d'urgence. Mais comment être sûr que l'information qui y figure est fiable? Si les enfants ont joué le week-end avec l'iPhone, si la personne a regardé la fiche puis elle ne savait pas trop comment y répondre et il a coché, comment fiabiliser l'information? Est-ce qu'il faut donner une photocopie d'une carte de groupe sanguin? Est-ce qu'il faut avoir un organisme certifié? Est-ce qu'il faut une signature qui permette de garantir que la fiche médicale d'urgence? Mais quand un urgentiste arrive et prend le téléphone de la personne et regarde ses informations, comment peut-il être sûr que c'est une information fiable par rapport à une carte de groupe sanguin qui était présente dans le portefeuille de la personne? Donc on a un problème de fidélité aussi dans ce type d'information. On peut aussi penser à une maman qui a un bébé à 3 heures du matin qui se plaint de ses oreilles, qui fait des otites à répétition. Cette femme est fatiguée, elle dort pas beaucoup à cause de son jeune enfant. Cet enfant a déjà été 2 fois aux urgences la nuit et ça a duré jusqu'à 8 heures le matin, donc c'est-à-dire que les gens attendent 5 à 6 heures aux urgences. Et là, on lui a vendu un petit otoscope qu'elle peut plugger sur son iPhone et qui lui dit prenez une photo du tympan de votre nourrisson ou de votre bébé et on va l'envoyer à quelqu'un qui va vous donner un avis. Pour ça, on va vous demander 45 € pour des frais de transfert. Ce n'est pas une consultation, c'est juste des frais d'expédition de la photo. Où va la photo? Qui la traite? Est-ce que c'est un algorithme? Est-ce que c'est un professionnel de santé? Est-ce que c'est un étudiant? Là, on a un problème aussi de compréhension de l'information qui va être restituée entre un avis et un diagnostic. Donc ça aussi, pour la personne qui est à 3 heures du matin, qui va envoyer cette information, elle va le prendre comme un diagnostic en retour, mais en fait, c'est juste un avis. Et est-ce que c'était pertinent? Est-ce quel est son niveau de fiabilité? Là aussi, on peut se dire, et cette personne-là ne sera pas rentrée dans le secteur de soins vraiment si l'information part dans des pays tiers. Donc là aussi, on ne sait pas comment cette information peut être fiabilisée et aussi comment expliquer aux personnes la différence entre un avis médical et un diagnostic médical. On peut avoir aussi des problèmes liés à des groupes de pression qui pourraient éventuellement orienter des choix des patients. On peut imaginer des groupes de pression qui sont pour ou contre l'avortement, par exemple, qui vont faire une application d'information du grand public sur qu'est-ce que la contraception, qu'est-ce que l'avortement, et puis géolocaliser les téléphones et dire si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez aller voir tel praticien à tel endroit. Et du coup, indirectement, orienter des groupes de patients sur des professionnels sans qu'ils aient compris qu'ils étaient orientés de manière biaisée vers un professionnel qui pouvait donner un avis objectif, vers un groupe de pression qui pourrait orienter le choix aussi de la personne. Donc vous voyez que pour le moment, ces 4 exemples couvrent des personnes qui ne sont pas malades, qui sont en bonne santé, soit ils sont occupés d'un tiers, celui qui est en fiche médicale d'urgence, éventuellement lui il est moins en bonne santé, mais c'est arrivé brutalement, le cardio-training c'est de l'entraînement, et puis là c'est des avis pour la vie quotidienne, d'une certaine manière. Donc on peut influencer des choix.
On a aussi, maintenant, au niveau des professionnels de santé, on a aussi des problèmes. On peut imaginer des médecins qui sont spécialisés dans les migraines, qui mettent en place une application qui va collecter les zones douloureuses au niveau du cerveau, du visage, des migraines, et dire aux gens, vous allez colorier sur l'application les zones où vous avez mal, et puis donner vos prises de médicaments. Et puis nous, on va compiler toutes les informations qu'on a sur des milliers de patients, des centaines de milliers de patients, et puis on va profiler les patients pour dire, voilà, tel médicament, quand on a mal dans cette zone-là, marche mieux à tel endroit ou tel autre. Mais comment rendre fiable aussi, comment étalonner la fiabilité de l'information du traitement algorithmique qui va être donné sur cette compilation de données. Actuellement, on n'a pas encore de système méthodologique pour pouvoir étalonner ça et les suivre parfaitement. Et s'il y a un biais de mesure, si on a une culture qui est différente, en Chine, on ne visualise pas la douleur de la même manière que dans d'autres pays, dans d'autres continents. Donc il y a des influences culturelles aussi sur la représentation de la douleur. Donc ça peut aussi modifier les profils et biaiser du coup les décisions qui pourraient être faites. Et on n'a pas de moyen d'étalonner pour voir si on dérive ou pas par rapport à une bonne pratique. Voilà des exemples concrets qui se posent à nous et qui vont évidemment s'étendre encore dans plein de secteurs. J'essaie simplement de quadriller suivant les différentes populations qui peuvent être touchées. Donc le document qu'on a réalisé était une commande de la D6, qui est une délégation qui dépend du ministère de la Santé, qui s'occupe des soins des systèmes d'information. L'objectif pour nous était de donner des références, parce qu'il n'existait aucun document officiel au niveau international sur des critères pour évaluer la pertinence des applications ou des objets connectés. Donc ça pouvait aider comme ça les développeurs à s'auto-évaluer, à mettre en place un cahier des charges plus structuré, et puis aussi, du coup, à des organismes tiers, de faire de l'évaluation aussi avec un référentiel qui est transparent, qui a été élaboré méthodologiquement de manière rigoureuse, et donc les aider du coup dans leur analyse. On est sur quelque chose de transdisciplinaire, donc c'était ça qui était complexe aussi, parce qu'il y avait beaucoup de domaines à évaluer. Dans l'objectif final, c'était de redonner de la confiance, parce qu'on l'a vu, ces outils peuvent être utiles et pertinents, mais il faut qu'on ait confiance pour les utiliser, sinon on ne les utilisera pas correctement. Donc la méthode habituelle au niveau du groupe de travail, on a fait une analyse de la littérature internationale. On avait un groupe d'experts par contre qui était un peu différent. On a eu des informaticiens, des ingénieurs, des gens qui sont plus jeunes. Donc la juriste qui a vu mon groupe de travail la première fois m'a dit « Mais c'est quoi ce groupe de travail, Pierre ?» Il y en a qui n'ont même pas 30 ans. Habituellement, les experts qu'on a chez nous ont un peu plus. Du coup, ça a été aussi une surprise, mais bon, on a réussi en tout cas à mettre les gens autour de la table, un peu comme ici, d'essayer d'amener des gens de différentes cultures et de travailler donc sur le document à partir d'une revue de littérature. On a aussi une relecture extérieure, on a fait intervenir l'ANSSI et la CNIL aussi sur le document pour la partie cybersécurité et la partie protection des données, qui était aussi une des commandes que l'on avait, puisque l'ANSSI et la CNIL n'ont pas encore répondu spécifiquement sur ce secteur-là, donc on les a intégrés aussi dans notre groupe de travail sur la fin pour avoir un volet qui les concerne. Puis après, il y avait un comité stratégique des filières, donc peut-être vous avez entendu parler, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail par rapport au temps qui m'est imparti. Et il y a aussi un travail européen qui était en cours à l'époque sur des recommandations européennes, donc j'ai été aussi une fois par trimestre à Bruxelles et une fois par mois en conférence téléphonique pour rédiger un document européen. Donc là, vous n'allez pas voir beaucoup de choses, mais c'est pour vous dire qu'au niveau européen, il y a plusieurs groupes actuellement en cours. Donc il y en a un sur tout ce qui est la régulation des dispositifs médicaux, qui est en train d'évoluer, qui est en train de s'adapter en tout cas à la technologie. On en a donc sur les données personnelles, on a vu pour le règlement européen, mais il y a aussi tout ce qui est données privées au niveau électronique. On a un code de conduite aussi qui est en train de se mettre en place sur les applications mobiles. Donc on avait ces recommandations dans le groupe de travail dans lequel j'étais impliqué, mais parallèlement, on a aussi des certifications de type NF pour rédiger, concevoir en tout cas des applications. Donc là, ça s'appuie sur un modèle britannique, le PAS 277. Là, c'est parti en grisé parce que la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, donc probablement on ne s'appuiera plus sur le PAS 277. Et puis, il y a toutes les données qui sont liées à la protection des consommateurs dans le système électronique, dans tout ce qui concerne les échanges électroniques. Donc, vous voyez qu'on couvre encore une fois différents champs, ce qui rend évidemment très complexe ce sujet, ce qui fait que quand on a démarré le travail, tout le monde nous a dit que ça sera difficile de produire quelque chose. Ce qui nous a mis dans une dynamique toujours très optimiste pour commencer le document. Alors, on a des spécificités du coup de notre référentiel. On a essayé de travailler évidemment sur la fiabilité des informations de santé, ça c'est notre cœur d'activité à l'HAS, on sait faire normalement cette partie-là. On a donné aussi des informations au niveau technique, donc là on s'est appuyé évidemment sur l'avis du groupe de travail, comment concevoir techniquement de manière robuste aussi des applications, et puis on a eu donc la partie cybersécurité, données personnelles avec l'ANSSI et la CNIL. On a essayé aussi d'illustrer chacun des critères que l'on a donnés dans ce référentiel en le justifiant et en donnant des exemples
pour commencer un peu à borner nos critères, parce que pour le moment, il n'y avait pas vraiment de borne, c'était, disons, de seuil éliminatoire pour les critères. On veut que les gens rentrent dans une démarche qualité, donc qu'ils s'approprient ce document-là et qu'ils évaluent leur niveau de performance par rapport à chacun de nos critères. Donc on essaie de le justifier, donner des exemples pour chacun d'eux. Et puis on a modulé aussi nos critères pour les adapter en fonction du type d'application et du niveau de risque qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'est vraiment les éléments importants de notre document. Donc voilà un exemple. Donc on a un plan systématique. S'il y a un critère, là c'était citation des ressources clés, on décrit pourquoi, la justification et l'exemple. Dans le document, vous trouverez ça systématiquement. Donc le contenu, on a 5 domaines identifiés avec des sous-domaines d'évaluation. Donc le premier, c'est les informations utilisateurs. On a 12 critères. Donc c'est vraiment la transparence, la description, tout ce qui concerne l'utilisateur. Ensuite, la partie contenu de santé, 25 critères. Avec l'originalité pour nous, on a divisé le contenu médical en 3 niveaux. Le contenu produit, qui est plutôt un contenu informatif, qui est en push, qui est envoyé directement à l'utilisateur, mais l'utilisateur n'interagit pas. On a du contenu généré, quand il y a de la collecte de données, via des questionnaires, via des collectes de capteurs ou autres. Donc ça, c'est du contenu généré. Et on a du contenu interprété, quand il est traité par des algorithmes ou par des professionnels. Donc on veut aussi bien séparer ces 3 niveaux de contenu. Et on sait que pour le contenu interprété, probablement certains critères seront ajoutés dans les prochaines années. Donc ça, on l'a segmenté sur 3 niveaux. Puis on a parlé aussi de la standardisation des données pour tout ce qui concerne l'interopérabilité. Au niveau technique, bon là aussi, la conception technique, sur quel modèle les gens se sont appuyés, comment ils gèrent en tout cas les données qui circulent dans leur application. Au niveau sécurité, fiabilité, donc là, on a l'ANSSI qui nous a aidés avec la CNIL. Donc on a 31 critères. Donc là, c'est la partie, évidemment, qui a été un peu robuste et qui est sujette à discussion, mais on voit qu'actuellement, c'est un sujet. Même les dispositifs médicaux ont des problèmes de sécurité et de fiabilité. Je l'ai dit plusieurs fois ici, mais on a 8600 failles sur les pacemakers identifiées avec des programmations en MS-DOS encore, donc ça pose des difficultés pour nous de se dire qu'il faut moderniser cette partie. Et puis l'utilisation, l'usage, donc l'ergonomie, la partie intégration. Donc actuellement, il y a une grosse discussion sur ce qu'on appelle la e-literacy, donc la manière de transmettre de l'information et comment elle est comprise par la personne qui lit l'information en fonction des différents profils. Au total, on a 101 bonnes pratiques, donc 101 critères qui sont proposés. Donc certains sont obligatoires, d'autres sont recommandés ou souhaités, justement en modulant l'application, le référentiel. Donc là, on a mis en place une matrice de risque qui s'appuie sur 2 dimensions. Vous allez voir, donc une qui correspond à l'utilisateur et l'autre à l'orientation, à l'usage final, au principal usage. Donc on a 3 niveaux de criticité, un niveau vert, un niveau orange et un niveau rouge. Donc quand c'est vert, c'est une criticité faible et élevée quand c'est rouge. Donc on a un document, dans le document, on a décrit la matrice. Donc tout ce qui concerne l'information et l'éducation du patient, grand public, on a considéré que c'était vert. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de critères. Les critères de fiabilité de l'information, du contenu sont toujours obligatoires et sont robustes, mais il y a des éléments qui sont allégés au niveau de l'application. Et puis, ça va jusqu'à l'impact thérapeutique. Donc, quand des applications ou des objets connectés ont un impact thérapeutique qui peut, du coup, être généralisé à l'ensemble des professionnels de santé, on considère que c'est le niveau de risque le plus élevé parce que l'impact, s'il y a une erreur, sera répandu à beaucoup de patients. Donc, du coup, on a un risque plus élevé. Donc, on a 3 niveaux de coloration. Donc, ce qui fait que sur notre document, sur les 101 critères, en fonction du niveau, vous avez 68 critères si c'est des risques verts, jusqu'à 94 critères obligatoires si c'est des risques rouges. Et puis, on a 7 critères supplémentaires souhaités. Donc, voilà une présentation que l'on a. Sur chacun de nos critères, on a donc des petits pictos vert, orange ou rouge, ce qui permet après, quand les gens ont sélectionné l'endroit où ils sont par rapport à l'utilisateur et à l'usage principal, de pouvoir dire quels sont les critères obligatoires, recommandés ou souhaités. Alors il faut savoir que cette modulation est déjà réalisée aussi en Espagne. Ils viennent de le sortir en Catalogne il y a à peu près 3 mois aussi, enfin 6 mois maintenant. L'Andalousie aussi a mis en place un portail donc avec les associations de patients, les associations professionnelles. Donc c'est aussi maintenant des choses qui commencent à se mettre en place au niveau international, de segmenter et de mettre aussi sur des registres sur Internet les applications qui sont solides. Donc pour la France, quels sont nos débouchés ? Évidemment, on aimerait que les développeurs
publient sur leur site internet en disant nous on a pris les 101 critères de l'HAS, il y en avait 65 qui correspondaient à notre application, voilà pour chacun des critères comment on répond nous avec notre application à ces critères-là, et on est transparent et on aimerait du coup que ça diffuse de ce côté-ci. Après on peut imaginer des bancs d'essais, des labels faits par des tiers extérieurs qui pourraient aussi, comme par exemple des dermatologues, évaluer toutes les applications pour détecter des mélanomes malins, dire voilà il y en a 45, on a pris les critères de l'HAS, on en a retenu 25 selon les critères de l'HAS, et puis on en conseille 15 pour nos dermatologues qui correspondent à une facilité d'utilisation, etc. pour eux. Donc on a des déclinaisons à venir. L'HAS va produire un document grand public et pour le patient d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Donc on va cibler aussi les professionnels de santé avec des documents spécifiques pour eux. Alors il y aura un rôle éducatif évidemment pour ces personnes, pour ces cibles. Voilà, pour terminer, donc pour les patients, le document patient, on aura certainement une dimension de classification, c'est-à-dire il y a des documents d'information ou de suivi d'activités qui sont proposés. Et puis, donc ça va restreindre un petit peu le référentiel à ces types d'applications, donc à des catégories d'applications. Voilà, donc les perspectives pour nous, et je termine, c'est comment le Quantify Safe va s'intégrer dans le système de soins, puisque les gens vont sortir du système de soins, comme l'exemple de l'otite que j'ai donné au début de mon intervention, comment on va suivre cette partie-là. Au niveau méthodologie, on a des soucis par rapport à la fidélité quand il y a une interprétation d'algorithmes, et ça c'est un problème pour nous. Quand on regarde les essais contrôlés randomisés et qu'on tape dans la base de données Clinical Trials mHealth comme mot-clé, on a quand même 418 essais contrôlés randomisés actuellement, au Bangladesh, au Burkina Faso, en Inde, dans des pays en voie de développement, donc c'est en train de bouger, et les gens essaient de valider leur approche. Et puis il y a tout ce qui concerne le big data. On ne sait pas comment les médecins vont s'adapter au fait qu'une machine va leur donner des informations et s'ils ne vont pas perdre du raisonnement clinique. Mais ça sera l'objet d'une autre communication. Je vous remercie de votre attention.